Europe 1, il est 8h16, ils sont revenus, libres, fatigués, soulagés. Nous sommes très heureux, très soulagés aussi et particulièrement fiers d'accueillir dans ce studio d'Europe 1 qui est le leur, Édouard Alias et Didier François, ex-otage en Syrie. Didier, on vous a vu tout à l'heure, on vous a entendu, on a vu que vous teniez remarquablement bien le coup. Édouard Alias, bonjour. Bonjour. Bienvenue à Europe 1, bienvenue dans votre maison aussi. Ça fait quoi de dormir dans un vrai lit ? Comment ça s'est passé hier soir ? Ça fait du bien, surtout de revoir la famille. Concernant le sommeil, ça s'est très bien passé. C'est vrai ? Dormi comme un bébé. De sommeil. Je suis plutôt grasse mat, donc là c'est un peu compliqué. Mais... Alors vous avez levé un tout petit peu tôt. En même temps, il y a tellement de gens qui attendent de vous entendre, et notamment vos grands-parents. Ils ont été incroyablement présents, incroyablement là pendant ces plus de 10 mois de détention. Je vais vous faire entendre un extrait de ce que nous a confié votre grand-père Jean-Marie Dunaud. C'était hier, écoutez. On a trouvé notre Édouard apparemment comme d'habitude, sauf qu'il avait des cheveux nettement plus longs que d'habitude. Je le soupçonne de l'avoir fait exprès pour embêter sa grand-mère. En tout cas, nous sommes très fiers de notre Pouletou. Alors Pouletou, c'est votre surnom de famille visiblement. C'est ça. Vous allez commencer par aller chez le coiffeur, ça va être la première chose. Alors oui, je pense que ça va pas tarder. Ouais. En effet, c'était un peu pour embêter aussi mes grands-parents. Ouais. On a le temps de penser à ça quand on est otage ? Le problème, c'est qu'on pense surtout à ça. Ouais. On pense surtout à la famille. Et ça, c'est assez compliqué. Comment vous avez été traité, vous, pendant ces 10 mois, Édouard Alias ? Ça aurait pu être pire. Il y a eu des hauts et des bas. Mais on revient en bonne santé. On peut marcher. On a encore l'usage. On est en bonne santé, c'est l'essentiel. On a entendu Didier tout à l'heure qui a l'air en pleine forme. Vous, on vous a vu prendre un appareil photo, la descente de l'avion à Villacoublay, sitôt le pied posé en France. Vous êtes impressionnant. On a quand même du mal à imaginer que ce soit si facile à vivre et à dépasser tout ça. Je sais pas si c'est encore dépassé. Il va falloir faire avec, mais d'un côté, c'est le risque de ce qu'on a choisi de faire, du métier qu'on a choisi. Alors je ne sais pas si j'en étais vraiment conscient avant, mais c'est les risques du métier, c'est les risques du métier, voilà. Et à aucun moment, ni l'un ni l'autre, vous vous êtes dit mais non, mais là on a fait une erreur, il fallait pas y aller en Syrie. Alors pas y aller, moi vraiment, absolument aucun doute, il fallait y aller, c'est notre métier, c'est un choix assumé, mais vraiment sans discussion aucune. On apprend le mardi l'utilisation des armes chimiques, on a pris l'avion et on y allait, enfin, c'est indiscutable, enfin, je pense, et c'est une excellente décision et de la direction, de la rédaction et la mienne, enfin, et voilà. Edouard aussi, personne ne nous a forcés. Ça veut dire qu'il faudrait repartir demain avec le même risque à prendre ? Mais encore une fois, le risque, on tente de le minimiser. Mais moi, je suis pas un fanat du risque pour le risque. Enfin, on n'est pas des inconscients. Mais il y a un certain nombre de choses. Il faut toujours analyser le risque en fonction de l'information recherchée qu'on veut donner à nos auditeurs. On est sur quelque chose quand même, l'utilisation par un régime de gaz chimiques contre sa population. C'est la première fois depuis Halabja en Irak, Saddam Hussein en 1988. Je suis désolé, c'est quand même pas anodin. C'est notre métier que de trouver les témoignages et de le rapporter. Si on ne fait pas ça, mais franchement, à quoi sert-on ? Pourquoi est-ce que nos auditeurs écouteraient la radio ? Ils l'écoutent parce qu'ils savent qu'on le fait, justement. Donc, et on le fait. Et c'est un choix qui est un bon choix. Après, sur, du point de vue des modalités, on n'aurait peut-être pas dû passer par la route de gauche ou la route de droite, etc. Mais à la sortie, le fait d'avoir pris cette décision était une bonne décision. Je ne le regrette pas et je ne l'ai jamais regretté pendant ma détention. Alors, d'autant moins que j'en suis sorti. Mais voilà, ce choix, il est normal. Dès lors qu'en plus, on a fait prendre de risques à personne d'autre que nous-mêmes. Racontez-nous comment vous avez été enlevé, comment ça s'est passé ? Édouard, vas-y. Écoutez, on était sur la route après avoir passé normalement la frontière, comme on le faisait d'habitude. Là, il y a eu La frontière entre la Turquie et la Syrie. Voilà, la frontière entre la Turquie et la Syrie. Et... pardon. C'est bien parce que Didier prend soin d'Édouard, voilà. Il lui enlève la main pour qu'on l'entende bien dans le micro. Voilà, je n'ai pas l'habitude. Ce qui se passe, c'est que des hommes en armes et masqués sont apparus sur la route, nous ont arrêtés et nous ont enlevés. Et vous avez compris tout de suite ? Ah oui, ça y a pas de doute. Oui. Ils vous ont dit quelque chose ? Ils vous ont parlé à ce moment-là ? Oui, une calage sur la tête en avant et les menottes dans le dos. En général, on comprend qu'on est enlevé.
Mais ils vous ont parlé, C'est évident après ça. ils vous ont parlé en français à ce moment-là? Non, c'était en anglais. Ils nous ont dit don't be worried, enfin ne soyez pas inquiets, on va vérifier. Tout ça peut être réglé dans 1 heure. J'ai dit oui, bien sûr, 10 mois plus tard. Mais enfin, ils font le coup à chaque fois. C'est-à-dire que grosso modo, non, c'était un grand classique. Et qu'est-ce qui se passe dans les heures qui suivent? Donc on vous emmène à un endroit les yeux sont bandés, on est fouillé, ils nous enlèvent les chaussures pour qu'on puisse pas s'enfuir, ils nous mettent des menottes dans le dos, ils prennent tous nos effets, et on se retrouve en t-shirt, sans ceinture, sans chaussures, sans téléphone, sans rien, et avec voilà, quelque chose sur la tête, et on sait plus où on est. Voilà. Enfin, Édouard, voilà. vous pensez quoi à ce moment-là? C'est un peu bizarre. Quelque chose ne tourne pas rond. Oui, c'est moins qu'on puisse dire, mais Voilà. Donc, il y a un peu d'inquiétude et on attend de voir ce qui va se passer. et vous paniquez pas. Il n'y a pas un moment où vous dites C'était assez effrayant. Après, paniquer, je n'ai pas eu l'impression, T'as pas paniqué. mais on n'était pas rassurés. Enfin, Bon. du moins, je n'étais pas rassuré. pendant ces très longs mois depuis le 6 juin où vous avez été absent, où on n'avait pas très très peu de nouvelles de vous, on se demandait, nous, régulièrement, ici Europe 1, mais qu'est-ce qu'ils font, Didier, Édouard, qu'est-ce qu'ils font de leur journée? C'était quoi une journée type? Supposez que ça existe quand on est otage. C'est mortel. Non mais je veux dire franchement, on a 10 mois où exceptionnellement on aurait pu enfin bouquiner, avoir du temps, etc. Malheureusement on n'a pas de bouquin. Alors, déjà ça, pour moi c'est un des trucs les plus lourds. C'est-à-dire passer 10 mois sans ouvrir un livre. En plus on m'avait piqué mes lunettes, donc de toute façon c'est Édouard qui était obligé de lire les quelques choses, les rares petites choses qu'on arrivait à avoir. Édouard, vous faisiez la lecture en fait? Oui, exact. J'ai essayé de faire la lecture. Non, Édouard était formidable, hein, franchement. Il m'a servi aussi pour les deux père Dieu, quoi. si on Mais peut dire. racontez-nous comment ça se passait. Ben, on va dire le temps était long. On avait quelques brides de livres, quelques textes que je lisais à Didier. Ça permettait de passer un peu le temps, ça permettait de... Alors, moins s'ennuyer. Édouard est modeste. Alors, on a fait plusieurs choses. Bon, donc, on avait réussi à récupérer par-ci par-là, de temps en temps, un stylo qu'on cachait quelque part. Et on a donc fait des jeux d'échecs dans des boîtes de fromage. Alors, donc, il y avait la partie dessin conception que je faisais et la partie réalisation. Édouard est extrêmement précis, et donc C'était avec atelier EMT, quoi. Comme à voilà, l'école, exactement. Et donc avec un coupe-ongle, il a découpé les pièces d'échecs, et d'ailleurs il a réussi à les ramener, les pièces d'échecs. Je les ai là sur moi. Faites voir, on va les montrer sur europe1.fr. Voilà. Et donc on a fait pas mal de parties d'échecs, d'autant que Édouard m'avait dit que son grand-père était un amateur d'échecs, que donc une des choses qu'il voulait pouvoir faire, voilà, donc c'était caché dans ses chaussettes. Ah, parce qu'il fallait jouer en cachette, vous pouviez pas jouer devant les sur les ravisseurs. échecs, c'était pas toujours facile. Les échecs, ça allait à peu près. Encore, ça dépendait des ravisseurs, des gardiens, mais c'était caché. Donc ça, c'était caché dans ses chaussettes. L'échiquier qu'on avait fait était caché dans la doublure de sa veste. Donc voici les pièces qu'on avait conçues et que Édouard a réalisées. Avec un petit morceau de ficelle. Ah, c'est joli, c'est travaillé, il y a de la couleur, il y a la tour, le fou. Voilà. Et donc, sans lunettes, il faut... Oui, il faut le supporter. Il faut les faire... Il faut l'occuper en fait. Il vaut mieux, ouais. On garde la notion du temps pendant une détention comme celle-là ou pas? Alors c'est assez difficile. C'est parce que on perd le compte, on perd le rythme. Mais grâce à Nicolas, qui lui Nicolas Hénin. était un homme de chiffres, on a réussi à rester calé la plupart C'est du temps. l'image des petits bâtons. Non, parce que les petits bâtons sur les murs, c'est interdit. Sinon, voilà, c'est dégradation de biens publics et ça se paye cher. Donc, non, mais il y a une deuxième chose qui est intéressante, c'était ce qui nous a permis un petit peu, justement, malgré la lumière permanente, etc., sont les prières. 5 prières par jour, ça vous rythme la vie et donc ça vous permet de savoir que, grosso modo, Fajr, c'est 4h, 4h50, 4h30. Voilà, Zohr, c'est plutôt milieu d'après-midi. Maghreb, c'est le soir, Isha, c'est la nuit, voilà, donc à partir de Mais là, vous aviez ça rythme un poil. aucun contact avec. Vous saviez pas par exemple que Manuel Valls était Premier ministre, que Valérie Trierweiler n'était plus à l'Élysée, que Mandela était mort ou qu'on était qualifié pour la Coupe du Monde? Mort, je l'ai appris, d'abord parce que j'avais été en professeur en Afrique du Sud. Mandela est quelqu'un que je respecte énormément. Oui, c'est une des mauvaises nouvelles que nous avons apprises. C'est la mort de Nelson Mandela. Nos gardes me l'a dit.
Voilà. garde l'a dit. Ouais. Parce qu'ils acceptaient de vous tenir un peu informés ou pas Non, du ils tout? n'acceptaient pas de nous tenir informés, mais il nous est arrivé de temps en temps d'avoir voilà, une petite bribe qui était lâchée. On a dit que là où vous étiez détenu, il y avait de nombreux otages. C'est vrai? C'était une sorte C'est de possible. centre d'otages? Je ou... ne sais pas. Vous ne les avez pas vus ou c'est un sujet qui est ne difficile sais à pas. aborder? Et Édouard, est-ce que vous avez eu des ravisseurs qui vous ont parlé en français, vous? C'est vrai que c'est quelque chose qui intrigue beaucoup. Tout s'est fait surtout en arabe. Ouais. Et les ravisseurs ne nous parlaient pas énormément. Peu de conversation. Assez peu. Et on vous permettait d'être propre, de manger correctement ou pas? Il y a eu quelques soucis avec l'alimentation. C'est-à-dire C'est 4 mois sans douche. Oui. Les 4 premiers mois sans douche? Non, pas les premiers mois. Il y a eu, on n'a pas toujours eu des douches, on n'a pas toujours été propre et on n'a pas beaucoup mangé. Sauf à la fin. Sauf à la fin, quand les négociations ont commencé à reprendre, là, on nous a renourris. Pour vous remettre en forme, c'est ce qu'on dit souvent. En que forme, dans j'en les sais rien, jours- mais en tout enfin, cas, en pour forme. reprendre du poids, clairement. Ouais. Parce qu'on était descendu très très bas. Ouais. Et à quel moment vous comprenez que la situation est en train de s'arranger? Est-ce qu'on vous en parle de ça ou vous l'apprenez d'une seconde à l'autre? On nous en parle pas. L'otage a tendance à toujours surtout surinterpréter. Donc les portions de nourriture montent 2 jours, on est euphorique, elles rebaissent, on repart dans le down. Donc on essaie toujours de comprendre. Est-ce que ça va bien? Est-ce que ça va pas bien? Tiens. Bon. Donc on a tendance à surinterpréter. On ne nous donne aucune information. On nous ment tout le temps pour que les choses soient totalement claires. Donc Ça veut dire qu'il y a un dialogue de temps en temps avec les ravisseurs, ce que vous un disiez dialogue, tout quand à les mecs l'heure. vous disent levez-vous, mettez vos menottes, on vous amène en Turquie. Si on appelle ça un dialogue, oui, il y a un dialogue Ouais. avec les ravisseurs. On se retrouve dans une nouvelle cave, on se rend compte que le dialogue n'était pas particulièrement fructueux. Et on pense à l'évasion alors dans ces cas-là, parce que Nicolas Hénin a dit qu'il avait essayé de s'évader, qu'il avait été repris. C'est quelque chose qu'on a en tête ou on se dit non, c'est Alors, pas la peine, 2 ça va se terminer choses. avec une balle? Non, terminer avec une balle en soi n'est pas toujours un problème. La question est de savoir, petit 1, est-ce que tenter quelque chose est possible? Et très franchement, ils font tout pour que ça ne le soit pas. Ne prenez pas les ravisseurs pour des imbéciles ou pour des manchots. Ils savent ce qu'ils font, voilà, et ils sont relativement professionnels dans ce qu'ils font. La première chose qu'ils m'ont faite, moi, c'est qu'ils ont fait à Édouard, c'était pareil. On n'avait pas de chaussures, on est resté sans chaussures pendant 10 mois. Voilà, vous êtes vêtus de manière assez visible pour que si vous vous amusez à vous balader dans la pampa pieds nus avec ce que vous portez sur vous, franchement, si vous arrivez à vous évader, sans savoir où vous êtes, C'était quoi des vêtements c'est visibles? miraculeux. vous aviez quoi? Vaguement, vous ressemblez à Superman, mais en couleur plus brillante. Donc voilà. Donc il n'y a strictement aucune chance de passer inaperçu. Ensuite, si vous arrivez à vous débarrasser des gardes, passer l'ensemble de leur système de sécurité dans un campand pour vous retrouver à un endroit où vous n'avez ni téléphone, ni argent, ni possibilité de vous repérer, franchement, il n'y a que dans les films que ça fonctionne comme ça. La réalité, en plus en risquant de laisser des gens derrière qui, eux, vont payer, il ne faut pas rêver. Les chances de succès sont quasiment inexistantes et la meilleure chance de succès, c'est de tenir et que les négociations fonctionnent. Voilà. Après, vous pouvez toujours vous amuser à faire un geste, mais ça relève plus de la déclaration que de la réalité, de la capacité à retrouver sa liberté. Édouard, comment ça se passait quand vous aviez des coups de blues? On a forcément des coups de mou dans une situation comme celle-là. Il y Vous avait vous parliez, Olivain, vous alors on discutait un peu, mais je pense que, pour ma part, c'était dans le silence et en restant dans mon coin. Ça m'a permis de supérer, je pense, les problèmes. Puis sinon, on discutait un peu avec Didier. Je savais qu'il était là. Et avec Et- Pierre Torres et Nicolas Hénin, vous étiez ensemble aussi ou pas? Il y a des moments où on était ensemble, des moments où on n'était pas ensemble. Oui, après, on a passé une grande partie du temps ensemble. Non, mais pour dire, enfin, très franchement, il y a des moments où on a besoin de solitude, ce qui est très difficile quand on n'est pas seul. L'enfermement est compliqué. L'enfermement à plusieurs est pas toujours simple. Très franchement, il y a des moments de tension. Il y a des moments Entre où on vous, il y a eu s'engueule. des moments de tension? Évidemment, enfin soyons sérieux. On ne restait pas 10 mois dans une pièce avec des gens voilà, sans choix. Encore avec Édouard, c'était un choix. Mais sans qu'il y ait des moments de tension. Entre la tension autour, la violence, le manque de nourriture, les conditions, etc. Il y a des moments où il y a d'énormes tensions entre nous, évidemment. Et ils en jouent, ils essayent de la faire monter cette tension, les ravisseurs ou pas? Écoutez, se mettre à la place des ravisseurs, à ce qu'ils ont dans la tête, est franchement un exercice périlleux. Je ne sais pas. Oui, on avait l'impression parfois, d'autres fois on ne savait pas si c'était naturel. Savoir ce que veulent les ravisseurs, très franchement, à part ce qui est exprimé,
Et il n'y a aucun moment où ils se sont un peu confiés. C'est long, dis-moi. Écoutez, c'est comme une on va proximité. revenir là-dessus 200 millions de fois. Ouais. Mais voilà, non, ce ne sont pas des confidences et non, nous ne sommes pas dans un mode de relation. Je vous ai expliqué tout à l'heure l'histoire de la bataille de boule de neige, ce qui vous prouve qu'il peut y avoir un type de relation, etc. Non, ce ne sont pas des amis. Ce sont des ravisseurs, ce sont des gardes, ce sont des gens qui ont une kalachnikov ou une matraque, et vous êtes prisonnier et privé de liberté. Je n'ai absolument pas ce qu'on appelle usuellement le syndrome de Stockholm. Ouais. Donc eux sont dans une relation où ils vous gardent et ils vous privent de votre liberté, ils essaient d'obtenir un certain nombre de choses. Vous êtes dans une position où vous êtes en mode survie. D'accord ? Et donc non, il n'y a pas de liberté. C'est d'ailleurs pour ça que d'un point de vue journalistique, par exemple, on ne fait pas d'interview de quelqu'un qui est prisonnier et qui n'est pas libre de sa parole, parce que ce serait déontologiquement un problème. Voilà. Et donc nous ne sommes pas dans une relation d'égalité. Un dialogue suppose une relation d'égalité. Je ne dialogue qu'avec quelqu'un avec qui je suis libre de Là, dialoguer. Il y a un rapport de soumission, évidemment. Édouard, à quel moment, jeudi, vendredi, vous comprenez, on vous dit que vous allez être libéré ? Comment ça se passe ? On n'y croit pas. On avait l'habitude qu'on nous dise vous allez en Turquie, et comme disait Didier, de se retrouver dans une autre cave. Ailleurs. On s'en rend compte, alors je sais même pas si à la frontière, enfin, ou quand on est remis aux autorités turques, je pense que c'est à partir de là qu'on en est conscient. Quand on commence Mais à comment voir comment ça s'est passé ? On vous a laissé fuir, entre guillemets ? On vous a déposé quelque part ? On vous a expliqué les choses ? Non, personne ne vous explique rien. Ce que je vous expliquais depuis tout à l'heure, vous êtes otage, vous êtes prisonnier, on vous dit vous allez là, on vous dit vous tournez à gauche, vous tournez à gauche, vous tournez à droite, vous prenez une claque, donc en général vous tournez à gauche. Voilà, et grosso modo c'est comme ça que ça se passe. Donc ils nous ont dit voilà, vous montez dans la voiture, on est monté dans la voiture, il y avait 2 gars avec des flingues qui nous braquaient, il y avait une voiture suiveuse, après bon, ils nous ont dit c'est dans une demi-heure, il se trouve que ce coup-là ils n'ont pas menti, les fois d'avant ils mentaient, et oui, on a su qu'on était libre quand un capitaine de l'armée turque nous a fait signe de passer devant lui, et la première odeur de liberté a été de le serrer dans nos bras en disant voilà, marhaba. Ouais. Voilà, et merci en turc. De quoi vous avez envie aujourd'hui, vous, les deux, chacun là, quels sont vos... On dira pas un steak Bon, si vous voulez, on peut vous le faire livrer, hein. Ça c'est pas un problème, il peut être là dans 10 minutes, mais même plus largement, Édouard. bon, revoir la famille, bien sûr, et recommencer à travailler. Ouais. Je pense que vous avez la réponse avec l'appareil photo qu'il a devant lui, voilà. Il est venu avec, hein, il mitraille depuis ce matin. Voilà. Alors, Édouard est formidable parce que, donc évidemment, vous nous demandiez de passer le temps, mais on va vous expliquer comment ça se passe. Je suis nul en photo, mais alors terriblement nul, c'est une catastrophe. C'est la seule chose dans laquelle tu... Non, il y en a beaucoup d'autres. Mais donc, en tout cas, voilà, et il a réussi à m'expliquer comment ça marchait. Donc, c'est ce qui prouve d'abord, un, qu'il connaît bien, et deux, qu'il a des capacités de pédagogue. On faisait des tas de trucs comme ça, donc on se faisait des cours. Parce que vous ne devez pas être commode en élève, vous, hein. Je ne suis pas commode en général. Ouais. Mais non, donc on se faisait des trucs. Alors lui, par exemple, il me donnait des cours de photo. On a fait un des derniers trucs qu'on s'est fait, c'est on essayait de se rappeler les grandes dates de l'histoire de France depuis Clovis, pour essayer de voir comment ça fonctionnait. Donc les Mérovingiens, Charlemagne, les Capétiens, etc., etc. On se faisait des petits trucs comme ça. On a fait on s'est fait des cours sur la plongée sous-marine. Voilà. On a reparlé de plongée, qui est une chose que nous avons en commun. C'est de la cuisine. Voilà, je vais donner des recettes de cuisine. Riche de toutes ces connaissances. Maintenant, vous avez envie de quoi ? Vous avez envie de vacances, l'un et l'autre, vous avez envie de repartir. Édouard nous l'a dit. Didier, s'il fallait reprendre le sac à dos et... Bah bien sûr, je le ferai, c'est mon métier. Mais non, mais ce que j'ai envie, c'est qui me disait ça tout à l'heure, mais de vivre. Enfin voilà, de reprendre, ce que vous faites tout le temps, ce que je faisais tout le temps, ce que je ferai tout le temps. On a envie de vivre, on a envie d'avoir les siens, on a envie de faire le travail qu'on aime, on a envie, de repartir. Ce qui se passe en Ukraine me passionne. J'ai raté la Centrafrique et ça. Vous avez déjà fait une mise à jour là en 3 jours sur la Centrafrique, l'Ukraine bien sûr. Je sais pas si ça me gratouillait ou si ça me démanchait, comme dirait Louis Jouvet. Mais non, voilà, c'était si ça me chatouillait ou si ça me gratouillait. Mais en tout cas, oui, bien sûr, j'ai envie de savoir. Enfin, c'est notre métier. Je suis avide. On a été privé d'informations, on a été privé de réflexion. Un des trucs les plus durs. Genre, intellectuellement, c'est quand même très pauvre être otage. C'est pas très. Édouard Voilà, comme disait Didier, intellectuellement, on n'a rien. On est complètement coincé, on ne sait pas ce qui se passe dans le monde, alors qu'on avait l'habitude, avant, de passer notre journée sur les informations, d'essayer de voir ce qui se passait, de parler à nos sources, nos contacts. Et là, d'un coup, on se retrouve dans une situation où il faut attendre. Où on passe des journées entières à attendre.
de pas pouvoir avoir aussi une activité physique, une activité mentale. Donc ça a été compliqué à gérer, oui. Et en même temps, là, vous êtes pris dans le tourbillon médiatique, on vous a même fait lever ce matin, Édouard. Est-ce que vous redoutez le moment où tout cela va s'arrêter, vous allez vous retrouver seul face à vos souvenirs, à vos cauchemars de détention? Ça fait peur, ça, ou pas? Moi, j'ai pas eu de cauchemar, mais je n'ai pas eu encore non plus. Après, ça va être, pour ma part, je vais être heureux de ne plus être l'information. Et de ne plus être l'information. Oui. J'espère ne pas être considéré comme un ex-otage, enfin comme l'otage pour le reste de ma carrière. Vous voulez passer à autre chose rapidement? Je voudrais retourner être le photographe. Vous retourneriez en Syrie l'un et l'autre? S'il faut le faire, oui, on fera attention, on prendra on fera vraiment. Enfin, je partirai pas demain, je suis pas neuneu non plus. Mais je veux dire, bien sûr, s'il faut le faire, on le fera. C'est pas bon. La Syrie, on fera peut-être attention, mais je veux dire, on va pas arrêter de travailler. Encore une fois, c'est une parenthèse. Mais c'est comme un accident. C'est un accident il se trouve que j'ai déjà été. C'est un accident de travail. Curieux accident de travail quand même, qui est quand même pas commun. Non, mais il a raison. C'est un accident qui tombe d'une échelle, c'est la même chose. Il ne va pas arrêter de travailler parce qu'il est tombé de l'échelle. Et il vous faudra combien de temps pour vous remettre en selle, à votre avis? Là, c'est quoi? Vous prenez Didier, vous prenez 2 jours, là, puis vous repartez après-demain ou... Non, parce que d'abord, la vie ne s'est pas arrêtée pendant qu'on n'était pas là. Donc, ma compagne, elle travaille. Donc, elle a ses rendez-vous, elle a son travail, elle va le faire. Et puis, dès qu'elle aura un peu de temps, je pense que c'est d'ici une quinzaine de jours, oui, bien sûr qu'on va prendre des vacances pour se retrouver, pour être ensemble, etc. Et puis après, on va reprendre le boulot. 2 questions pour terminer. Quel est votre regard sur la situation en Syrie aujourd'hui? Situation en Syrie, alors mais je le pensais déjà avant, hein, ça va pas aller en s'améliorant, ils en ont pour longtemps. Le régime tient parce qu'il a les soutiens qu'il faut du point de vue de l'Iran, du Hezbollah et de la Russie. L'opposition est extrêmement divisée, n'a pas les capacités pour l'instant à s'unir et avoir suffisamment de force pour avancer. L'Occident n'a pas vraiment d'orientation et est toujours en hésitation. C'est un conflit qui va durer, c'est un conflit qui est un conflit lourd, qui touche à des choses importantes entre les sunnites et les chiites, entre l'Arabie Saoudite, le Qatar d'un côté et l'Iran de l'autre. On est sur des fractures lourdes et longues. Il ne faut pas s'attendre à ce que ça s'améliore rapidement. Édouard? Écoutez, je pense que je suis entièrement d'accord avec Didier François. Comment dire, le régime reste fort. La révolution syrienne, ils n'ont pas l'unité, je pense, pour contrer ça. Et je vais pas m'étendre sur... Dernière question, il reste 2 otages français au Sahel, Gilberto Rodriguez-Leal et Serge Lazarevitch. Quel message vous avez envie de faire passer l'un et l'autre? Le premier message, c'est à leur famille. Moi, c'est une des premières choses que j'ai pensé. On a une chance extraordinaire. Hein. On est sortis. Il faut se rappeler qu'il y a un certain nombre d'otages qui, eux, n'ont pas eu cette chance. Il y en a eu au Sahel, il y en a eu en Somalie. Durant ma détention, par exemple, dans les moments difficiles, je pensais beaucoup à l'épouse de Denis, l'agent de la DGSE qui a été pendant 3 ans et demi détenu en Somalie. Cette femme extraordinaire qui avait une force incroyable. Et voilà, quand ça allait mal, on se disait voilà, il y a des gens qui n'ont pas eu la chance de revoir leurs proches, qui n'ont pas eu la chance de pouvoir les embrasser, qui n'ont pas cette chance-là et qui tiennent, qui sont forts. C'est pas à nous, tant qu'on est encore vivant et qu'on a encore une chance de sortir, de craquer. Et franchement, je lui présente toutes mes condoléances. Il faut se souvenir que des gens ont plus souffert que nous, ou souffrent encore plus que nous. Ces 2 otages-là, j'ai envie de dire à leur famille, on fera tout. Si vous avez besoin de nous pour vous aider, pour faire quoi que ce soit, nous sommes présents. Comme tout le monde a été présent, comme les auditeurs ont été présents pour nous soutenir, j'en veux pour témoignage les lettres auxquelles j'aurais beaucoup de mal à répondre, tellement il y en a eu. C'est comme... le comité de soutien était présent pour nous. Voilà. Édouard? C'est une question de respect. On a eu la chance de revenir, d'autres sont encore là-bas. Pendant la détention, moi je pensais aussi à Françoise Larib. Je ne savais pas que son mari était rentré. Et finalement c'était une bonne nouvelle, de savoir que aussi les gens d'Arlit ont pu être libérés. C'est une question de respect. On a eu la chance de sortir, d'autres y sont encore. Et vous êtes prêts à vous battre pour eux? Évidemment, ça paraît la moindre des choses. Merci beaucoup Édouard, merci Didier. Vous savez que moi quand je suis arrivé dans cette maison, vous étiez déjà otage, vous avez manqué à cette maison d'une force que vous ne pouvez pas imaginer. Et c'est donc une fois encore au nom de tous les collaborateurs d'Europe 1 et du groupe Lagardère, les journalistes de la rédaction bien sûr, mais aussi tous les autres, hein, j'insiste,
que je me permets de vous embrasser parce qu'ils m'ont demandé de le faire. À Merci très vite beaucoup, c'est vraiment sur le terrain. Un grand plaisir de vous Merci. retrouver tous. Merci, reposez-vous bien. Bonne journée.